Eh bien, j'ai le grand plaisir de présenter Sonia Ben Mokhtar, qui est une super copine, en plus d'être une super chercheuse. Sonia est directrice de recherche au CNRS et au laboratoire l'IRIS à Lyon, où elle dirige l'équipe DREAM sur les systèmes distribués et la... et la recherche d'information. Sonia travaille sur des thématiques autour de la privacy, la reliability des systèmes distribués. Et elle est co-chair du GDR RSD, qui est réseau et systèmes distribués. Et puis elle fait plein d'autres choses super intéressantes. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste lire le titre de son exposé. Latest advances in ML-enabled location privacy attacks and protection mechanisms. Merci encore Sonia d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je peux enlever mon masque ou pas? J'ai une distance sociale suffisante. C'est pour essayer d'éviter de m'étouffer pendant que je parle. Je pourrais au moins respirer un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très très heureuse d'être ici aujourd'hui devant des vraies personnes, en fait, pas devant mon écran. Donc c'est vrai que ça change beaucoup. Ça doit faire presque 3 ans en fait que j'ai pas pu faire un exposé, voilà, dans un contexte réel, quoi. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aussi aux gens au comité d'organisation pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Et aussi aux gens à distance qui nous écoutent. Je ne sais pas combien ils sont, mais voilà, donc 17, super. Donc voilà, donc, je vais vous parler d'un sujet qui est autour de la protection des données de mobilité. Ce n'est pas tout à fait au cœur des thématiques d'extraction de la connaissance, mais voilà, j'espère attirer votre attention sur ce sujet-là, qui me passionne depuis plusieurs années, et qui quand même est assez, j'ai envie de dire, assez proche de notre vie quotidienne. Voilà. Donc tout d'abord une très brève introduction, mais Sihem en a dit beaucoup sur moi. Donc je suis en effet directrice de recherche CNRS au laboratoire l'IRIS, qui est dans cette magnifique ville de Lyon. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rendre visite. Donc je suis responsable de l'équipe distribution, recherche d'information et mobilité, DREAM. Et traditionnellement dans l'équipe, donc il y a un axe autour de la recherche d'information qui est quand même assez proche des thématiques de GC, mais il y a aussi un axe autour des systèmes distribués avec on va dire un intérêt pour tout ce qui est résilience, protection des données personnelles et performance, ces systèmes distribués. Et donc on est venu petit à petit à cette problématique de la protection finalement des services géolocalisés, qui en fait un petit peu est en lien avec les deux axes de notre équipe, parce qu'il s'agit à la fois d'extraire de la connaissance sur les données de mobilité, finalement la processer, etc. Mais se pose la question de la vie privée des individus, parce que les informations géolocalisées, comme on va le voir maintenant, en fait, révèlent beaucoup d'informations sur les individus concernés. Donc, qu'est-ce qu'une information géolocalisée? Donc, bien entendu, c'est une information qui est captée par beaucoup de nos dispositifs mobiles, notamment nos téléphones portables, mais aussi nos montres. Moi, je cours, donc j'ai une montre GPS qui me géolocalise quand je fais mes activités, mais pas que, en fait. Elle me géolocalise, je pense, un peu tout le temps. Donc, ces données de géolocalisation sont captées à travers différents capteurs, donc capteurs GPS, mais aussi les capteurs, le réseau cellulaire, en fait. Donc, notre téléphone communique de manière régulière avec des antennes cellulaires. On a bien vu, en fait, pendant le premier confinement, que les opérateurs téléphoniques avaient fait des statistiques sur le déplacement des individus à l'annonce du premier confinement. On avait vu que Orange, par exemple, avait dit qu'il y avait des millions de franciliens qui avaient quitté finalement l'Île-de-France, et ça, c'est à travers finalement le réseau cellulaire. Le réseau Wi-Fi permet aussi de nous géolocaliser, tout simplement parce que les antennes se trouvent à des endroits fixes, et quand on se connecte au réseau Wi-Fi, ben, finalement, on sait qu'on est à proximité de quelques mètres finalement de ces antennes. Donc, il suffit de savoir où sont les antennes, de savoir où sont les gens. Donc, l'information de géolocalisation est captée à travers différents dispositifs.
Et ces informations en fait, de géolocalisation sont très, très utilisées par les applications mobiles. Donc, il y a eu une étude en 2018. Désolée, la référence manque, je peux vous l'envoyer si besoin. Donc, il y a eu une étude où ils ont choisi 30 000 applications de l'Apple Store et ils ont regardé, en fait, des chercheurs ont regardé les permissions qui étaient demandées par ces applications quand on les installe. Vous savez, on a tous ce petit écran qui nous demande l'autorisation en fait, d'accéder, enfin, les autorisations que l'application demande pour accéder à des données. Et donc, dans cette étude, ils ont montré que sur les 30 000 applications qu'ils ont choisies au hasard, 51% d'entre elles utilisent l'information de localisation quand l'application est lancée et un quart d'entre elles collectent l'information de géolocalisation tout le temps. Et bien entendu, GDPR ou pas, quand on installe une application et qu'on valide finalement les conditions d'utilisation, on a donné notre consentement éclairé ou pas, enfin je ne sais pas trop s'il est éclairé, mais en tout cas on donne l'autorisation. Donc après, bien sûr, les développeurs d'applications sont protégés. Donc ils peuvent collecter notamment des informations de géolocalisation, même tout le temps en fait, si ça fait partie des conditions. Donc en pratique, il existe nos dispositifs en fait à travers par exemple les applications principales comme par exemple Google Maps collectent aussi et stockent nos informations de géolocalisation. Donc justement, grâce à la GDPR, on a la possibilité de télécharger l'historique, enfin les données qui sont collectées par les différentes applications. Et là, typiquement, Timeline qui est en fait sur les téléphones Android. Donc ça, c'est une trace GPS qui a été collectée par un téléphone. Et en fait, on voit qu'à travers ces applications-là, en fait, il y a même du post-processing, de l'extraction de connaissances en fait, sur les endroits où la personne s'est arrêtée. Donc en fait, ici, l'application propose que en fait, cet arrêt-là correspond au docteur, à un docteur, une visite médicale finalement. Donc il y a une espèce de post-processing sur les données GPS qui sont collectées sur les téléphones. Voilà. Donc c'est pas un fantasme, c'est tout à fait effectif. La même chose chez Apple. Donc en fait, par défaut dans iOS, on a ce qui s'appelle Location Services. Et après, si on va surfer dans les menus, en fait, il faut aller assez loin pour trouver finalement qu'il y a quelque chose qui s'appelle Significant Locations et dans lequel, en fait, Apple collecte aussi les points d'intérêt, ce qu'on appelle les points d'intérêt, qui sont les endroits où les utilisateurs s'arrêtent longtemps. Donc c'est de la donnée personnelle qui est collectée, qui est sur le téléphone. On peut la visualiser. Bien sûr, on peut désactiver ce type de possibilité. Parfois, c'est activé par défaut. Donc, en dehors bien sûr des grands acteurs, de nombreuses applications en fait qui nous sont très utiles, j'en utilise moi-même beaucoup, sont géolocalisées. Donc l'information de géolocalisation est très importante pour ces applications. La navigation est une application qui a quand même révolutionné notre quotidien. On peut regretter le fait de ne pas utiliser des cartes papier, mais en pratique, moi je suis très contente de pouvoir me déplacer à Blois en mettant mon Google Nav pour trouver un restaurant ou des choses comme ça. Réseaux sociaux, bien entendu, géolocalisés. Les jeux, donc il y a eu à un moment une grande mode avec Pokémon Go. Et bien sûr, des applications de crowdsensing. Bon, là, c'est encore une application de navigation, mais il y a eu aussi d'autres applications très, très utiles, notamment post-Fukushima au Japon, où, en fait, le gouvernement japonais donnait des capteurs géolocalisés aux gens qui faisaient des randonnées, en fait, même assez loin de Fukushima, et pour capter finalement la radioactivité ambiante. Donc ça leur permettait de tracer finalement l'évolution de la radioactivité post-Fukushima à travers juste des gens qui faisaient des randonnées. Donc ils leur donnaient ce capteur qu'ils mettaient dans le sac à dos et après ils récupéraient les données a posteriori, ils faisaient des analyses là-dessus. Donc tout ça pour dire que les données de géolocalisation en fait, sont en fait des informations qui sont très très utiles, très utiles à la fois pour nous dans notre quotidien, mais aussi pour les villes, pour les entreprises, mais aussi pour les chercheurs, pour faire un certain nombre d'études. Donc ici, j'ai mis quelques cas d'usage de l'utilisation de services géolocalisés. On peut estimer
la consommation énergétique, enfin l'impact carbone de notre mobilité. Ça peut aider aussi au niveau de la réponse à des catastrophes naturelles. Donc ça a été utilisé, par exemple, lors d'un tremblement de terre. Smart Traffic Management, donc les villes, en fait, pour essayer, par exemple, de savoir finalement le trafic dans les villes. Donc ça, j'avais en particulier participé à une réunion, en fait. J'aime bien raconter cette petite anecdote, mais il y avait une fois une réunion à Lyon, en fait, à la métropole de Lyon, où en fait la métropole avait convoqué des entreprises, des chercheurs, etc., parce qu'ils souhaitaient remplacer, vous savez, ces systèmes physiques qui permettent de compter le nombre de voitures ou de passants dans des rues ou dans des carrefours. Donc, ils mettent en place des espèces de gros câbles par terre que les voitures traversent. Donc, ils comptent comme ça. Et ça leur coûtait très cher parce qu'il fallait une personne pour les mettre, il fallait surveiller, etc. Après, il fallait retirer les trucs. Ils cherchaient des systèmes un peu plus innovants, plus numériques, entre guillemets, pour pouvoir faire ces déploiements, enfin faire ces surveillances ou ces calculs de manière plus simple. Donc il y avait plein d'entreprises qui montraient en fait des systèmes, par exemple avec des caméras pour compter le nombre de plaques d'immatriculation ou des choses comme ça. Et une grosse entreprise dont je donnerai pas le nom, qui gère des autoroutes, en fait, avait projeté sur l'écran gigantesque le trafic en live de la ville de Lyon. Donc en fait, c'était avec les GPS type TomTom et compagnie qui sont dans les véhicules. Donc en fait, ces entreprises-là achètent les données des GPS, parce qu'en fait, quand on achète un GPS physique, enfin type TomTom et tout, en fait, pareil, on donne un espèce de consentement à l'entreprise qui peut revendre finalement pour des usages spécifiques les données des gens. Et donc j'ai posé la question, en fait, j'ai dit, mais en termes de vie privée, enfin, les gens, est-ce que les gens sont au courant, etc. Bon, je pense qu'il y a une histoire de consentement implicite quand on achète ce type de dispositif. Mais ils m'ont cliqué sur une voiture qui bougeait comme ça, et il m'a dit, bah voilà, ça c'est voiture numéro 56, donc on ne sait pas qui c'est. Bon, bah super. Bon, je vais vous montrer à travers cette présentation que c'est beaucoup plus compliqué que ça d'anonymiser des données de mobilité et que enfin, juste les pseudonymiser ne fonctionne malheureusement pas. Bon, j'étais assez surprise, mais c'était assez intéressant de voir ça en fait. Donc, bon, bien sûr, le problème avec ces données de géolocalisation, c'est que bon, c'est super, on peut faire plein de choses avec. Et moi, personnellement, je suis très contente d'utiliser les services géolocalisés, mais il y a aussi beaucoup de risques à partager ces données de géolocalisation. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez m'interrompre à tout moment. Hein, donc, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. J'aimerais bien garder une... J'ai commencé à 45, donc j'essaye de terminer à 45 questions comprises. D'accord, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc il y a bien entendu un certain nombre de risques quand on partage finalement cette donnée de mobilité. Donc bon, bien entendu, il y a eu plein de scandales avec des fuites de données de systèmes géolocalisés, avec Angry Birds ou plus récemment avec Tinder, où les gens finalement leur géolocalisation avait été dévoilée, ce qui est quand même parfois un petit peu gênant. Il y a eu aussi des initiatives académiques pour essayer d'attirer l'attention des gens sur le surpartage de données de localisation, de géolocalisation. Donc, par exemple, il y avait eu cette initiative qui s'appelle Please Rob Me. Et donc, donc on donnait en fait l'identifiant Twitter ou Facebook de notre profil. Et à partir des données publiques qu'on a publiées, en fait, il pouvait dire quel était le meilleur moment pour nous cambrioler. Donc typiquement, si j'ai dit que j'étais à EGC pendant 3 jours, bon, ben, c'est peut-être une bonne occasion. Et donc on pouvait s'imaginer qu'il y avait une carte de la ville avec les appartements à cambrioler au meilleur moment, parce que les personnes ont dit qu'ils étaient aux Maldives pendant 3 semaines. Donc ça, c'était des initiatives intéressantes. Donc ici, par exemple, on peut aussi visualiser 2 traces de mobilité, la rouge et la verte. Donc rien qu'en visualisant ces traces, on peut extraire un certain nombre d'informations. Par exemple, on peut extraire la notion de points d'intérêt qui sont les endroits où les gens s'arrêtent pendant une certaine durée.
Et avec un peu de processing à la EGC, n'est-ce pas, on peut inférer, en fait, par exemple, les lieux d'habitation, les lieux de travail où vont les gens, mais aussi leurs préférences religieuses s'ils visitent un lieu de culte, leurs préférences sexuelles s'ils vont, par exemple, tous les jeudis soirs à un bar gay. On peut inférer que les gens se connaissent parce qu'ils visitent les mêmes endroits, donc voir, par exemple, qu'ils dorment au même endroit, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de connaissances finalement qu'on arrive à extraire à partir de traces de mobilité de manière assez facile. Et donc on s'intéresse en fait dans cette communauté-là, enfin Location Privacy, à protéger les données de mobilité des individus dans différents cas d'usage, donc des cas d'usage qu'on appelle un peu online, qui sont finalement des cas d'usage interactifs, dans lesquels l'utilisateur, en fait, par exemple, envoie sa donnée de géolocalisation, par exemple pour trouver des restaurants autour de lui, restaurants japonais ou quel autre type de restaurant. Et donc la question, c'est comment leur permettre d'avoir accès à ces services en ligne tout en préservant leur vie privée. Et il y a aussi, il y a des cas d'usage un peu plus online qui sont plus dynamiques, comme par exemple la navigation. Ça fait partie des cas d'usage qui sont les plus difficiles à protéger. Et il y a aussi des cas d'usage qu'on appelle offline. Donc c'est, voilà, par exemple, une ville a collecté des traces de mobilité. Ce que je disais, par exemple, à post-Fukushima, donc ces espèces de traces qui collectent la radioactivité ambiante à travers, par exemple, les gens qui se déplacent. Et comment, en fait, publier, comment partager ces jeux de données avec des tiers, que ce soit des entreprises qui veulent les exploiter ou des chercheurs, sans porter atteinte à la vie privée des individus. Donc ça, c'est deux cas d'usage qui sont assez classiques dans le domaine de location privacy. Et très souvent, en fait, les gens travaillent à travers donc, deux axes. Un axe plutôt orienté attaque. Donc, comment est-ce qu'on mesure finalement les risques du partage du jeu de données ou du partage de la géolocalisation, on va dire, point par point, et comment est-ce que, et si jamais une protection, un mécanisme de protection est mis en place, est-ce que les attaques permettent de savoir est-ce que finalement ce mécanisme de protection est effectif ou pas, ou est-ce qu'il peut être cassé finalement par de nouvelles attaques. Donc la communauté travaille beaucoup sur le développement de nouvelles attaques, on va dire de plus en plus puissantes, pour essayer de faire du privacy risk assessment, donc de l'évaluation de risque, et notamment dans la RGPD, en fait, c'est quelque chose qui est demandé, en fait, concrètement dans les articles de loi, de pouvoir, quand on propose un mécanisme d'anonymisation ou de protection, de pouvoir aussi le confronter finalement à des mécanismes d'attaque, en fait, à une évaluation du risque, en fait. Voilà. Et dans la communauté, bien entendu, on travaille sur les attaques, mais on travaille également sur des mécanismes de protection. Et donc on s'amuse beaucoup à casser les mécanismes de protection des autres ou inversement. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de ces deux axes finalement, attaque et mécanismes de protection. Donc finalement, quand on y pense, donc, on va voir en fait que les attaques de réidentification peuvent être finalement ramener à un problème de classification. Donc on considère typiquement qu'on a un ensemble de traces de différents utilisateurs, ici utilisateurs A, B et C, qui constituent finalement des données d'entraînement. Hein. Donc on va apprendre à travers les trajectoires des utilisateurs, on n'a pas qu'une trace, mais plein de traces pour chaque utilisateur. Et ensuite, on suppose qu'une trace anonyme arrive, donc on ne sait pas à qui elle appartient, donc l'idée c'est de savoir donc finalement à quelle trace appartient à quel utilisateur appartient cette trace. Donc ça ressemble quand même beaucoup à un problème de classification, c'est un problème de classification in fine. Donc comment ça fonctionne? Donc on construit à partir des traces, donc les traces sont des données géolocalisées avec des timestamps. Donc on construit une notion de profil utilisateur. Donc en fait il y a une transformation de cette trace qui est effectuée. Et on va voir que finalement ce qui distingue les attaques de l'état de l'art, c'est finalement quel est le modèle qu'on utilise pour représenter ces traces originales. Donc
comment est-ce qu'on va les représenter? Est-ce qu'on garde toutes les données ou est-ce qu'on va extraire des features spécifiques qui vont améliorer finalement la pertinence de l'attaque? On construit donc des profils. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase de réidentification, et où on a des traces, on va dire, anonymes, et qu'on va essayer d'associer à un des utilisateurs. Voilà, donc ce qui distingue les attaques, c'est finalement cette fameuse... comment est-ce qu'on extrait de la connaissance un petit peu. Donc je reviens toujours à l'extraction de connaissances, hein, je ne fais pas exprès, ou peut-être je fais exprès. À partir des données brutes, qui sont en fait des points géolocalisés avec des timestamps. Donc par exemple, il y a eu des attaques de l'état de l'art qui essayent de se focaliser que sur l'information discriminante. Donc ils essayent de comprendre quelle est l'information discriminante dans les traces. Donc à gauche, ça va être ce qu'on appelle les points d'intérêt. Donc ils enlèvent les trajectoires. À droite, c'est des chaînes de Markov. Donc les points d'intérêt plus des probabilités de transition entre les points d'intérêt. Plus récemment, on a travaillé dans l'équipe sur une autre attaque qui considère finalement des heatmaps. Donc finalement, ça va ressembler à une distribution de probabilité sur des cases. Donc on va découper l'espace en zones géographiques, en cases, et puis on va voir où l'utilisateur passe le plus de temps. Ça nous permet d'avoir une distribution de probabilité. Et ensuite, finalement, pour calculer, on va dire, une similarité entre deux heatmaps, étant donné que c'est deux distributions de probabilité, on va utiliser des métriques de distance classiques. Ici, c'est une Topso divergence qu'on a utilisée pour comparer finalement les deux distributions de probabilité. Je vais vous montrer juste une petite évaluation notamment de cette attaque. En général, en location privacy, on essaie d'utiliser des jeux de données réels. Donc c'est très difficile d'avoir accès à des jeux de données de mobilité, parce que bien entendu, ça contient beaucoup de données personnelles. Mais il y a eu des travaux dans l'état de l'art. Donc il y a une trace très connue de taxis à San Francisco, mais bon, les taxis, en fait, c'est une trace qui n'est pas très très intéressante, parce que les taxis finalement en fait ont une mobilité très proche les uns des autres. Donc ils vont tous dans des points d'intérêt assez similaires, l'hôtel, l'aéroport, la gare. Donc ça reste des traces qui ne sont pas très très intéressantes d'un point de vue protection de la vie privée. Il y a ensuite d'autres datasets qui ont été collectés en Chine ou en Suisse, et Privamove qu'on a collecté nous-mêmes à Lyon. Donc c'est des traces dans lesquelles en général en fait on donne des devices, des téléphones en fait à des gens. On les trace pendant une durée à Lyon, on les a tracés pendant 14 mois. Alors c'était avant la GDPR, donc en fait on a pu on a pu faire ce qu'on a voulu, mais aujourd'hui on a beaucoup de mal notamment à partager ces données avec la communauté scientifique, parce qu'on a des restrictions juridiques qui sont... Et donc c'est une des problématiques importantes. Comment est-ce qu'on peut en effet valider ces travaux? Parce que là on voit bien que des petits datasets de jusqu'à 500 utilisateurs c'est bien, mais dans la vraie vie en fait on est beaucoup plus... Voilà, nos données sont noyées dans une masse de données beaucoup plus importante. Donc c'est une des problématiques qu'on a. Donc là, bon, juste un petit élément de comparaison. Donc ici, c'est les trois attaques dont je vous ai parlé. C'est à gauche, c'est celle qui utilise des heatmaps. Bon, finalement, ça ressemble à du KNN. Hein. C'est pour ça que j'ai noté KNN en heatmaps. Finalement, on va chercher à trouver la heatmap qui ressemble le plus à celle des utilisateurs anonymes. Celle au milieu, c'est celle qui utilise des points d'intérêt. Je vous avais montré, en fait, qui représente les données, ce qui extrait finalement à partir des traces des points d'intérêt. Et celle de droite, c'est celle qui utilise des chaînes de Markov. Bon, on voit qu'en utilisant des heatmaps, ça marche un peu mieux. Ça semble logique parce que finalement, on garde à la fois les informations sur les points d'intérêt qui sont les cellules les plus denses, et à la fois, on garde quand même une information sur les trajectoires qui aussi aide à discriminer finalement entre les utilisateurs. Plus récemment, il y a eu des attaques qui utilisent des modèles d'apprentissage plus complexes. Donc, au lieu de faire du KNN basique, donc, des modèles de classification un peu plus complexes ont été utilisés. Typiquement, là, on a une attaque qui utilise des extremely randomized trees avec des features spatio-temporelles, en fait, pour
pour finalement réidentifier les utilisateurs, et on voit que ça marche mieux que les modèles basiques qui faisaient juste du KNN sur des POI, sur des points d'intérêt ou sur des heatmaps. Et donc il y a eu on avait fait des expés en remplaçant en fait, pour choisir l'algorithme de classification. Bon, voilà. C'est juste pour montrer qu'en fait, l'évolution, on va dire que l'évolution des algorithmes d'apprentissage finalement permettent d'améliorer finalement la robustesse des attaques de réidentification. Et encore plus récemment, il y a eu un article qui a été publié à Ishkai qui utilise des bidirectional LSTMs, en fait, qui finalement essayent de traiter les traces de mobilité un peu comme une suite de mots, finalement. Si on peut penser à la manière dont on se déplace comme un peu la manière dont on parle. Finalement, c'est une succession de points d'intérêt. Et donc, ça a été utilisé comme ça. Donc, on a repris ce modèle qui s'appelle Tuller pour finalement créer une nouvelle attaque de réidentification et qui finalement, c'est un travail en cours qui fonctionne encore mieux que les attaques de l'état de l'art, qui ne nécessitent pas d'extraire des features parce qu'ils sont extraits par le modèle. Et il y a une évolution aussi, ça je vais vous en parler un petit peu plus tard, il y a une évolution aussi dans les modèles pour la location privacy qui utilisent finalement la notion d'apprentissage fédéré, parce que en fait, ce qui est très très attirant, c'est le fait de ne pas envoyer finalement ces données de mobilité, mais plutôt d'échanger les modèles d'apprentissage. Donc ici, on a testé une version centralisée, une version fédérée de Tuller. Voilà, c'est des choses qui continuent on va dire, à être développées dans l'état de l'art. Je vais passer maintenant plutôt à la partie mécanisme d'apprentissage. Donc c'est juste ce que je voulais vous raconter sur cette partie attaque, c'est que définir de nouvelles attaques de réidentification, c'est quelque chose qui est très très utile, qui est très important. On ne veut pas faire du mal aux utilisateurs, on veut en revanche essayer de développer des outils qui permettent d'évaluer la pertinence des mécanismes de protection. Donc là je vous ai montré en fait des attaques appliquées seulement à des données brutes, mais on applique également les attaques à des données protégées pour voir finalement si la protection tient ou pas. Donc c'est des outils qui sont très 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 apprécié par la communauté scientifique. Parlons un petit peu des mécanismes de protection. Donc un mécanisme de protection, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend en entrée des données brutes. Les données GPS, c'est latitude, longitude, timestamp. Et en sortie, ça donne des données obfusquées, donc latitude, longitude, timestamp. On peut avoir de l'obfuscation purement spatiale, donc on déplace un point, mais on garde le même timestamp, mais on peut aussi avoir de l'obfuscation spatio-temporelle, où en fait on déplace aussi le point dans le temps. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que les gens ne fassent pas des bonds dans le temporel. Donc il faut bien faire attention à ce que les timestamps se suivent. Voilà, de manière. Sinon, en fait, c'est assez facile de détecter que la trace a été obfusquée. Donc, une chose vraiment très très importante, vraiment clé dans location privacy, c'est comment quantifier la vie privée en fait. Comment savoir qu'un mécanisme de protection est satisfaisant. Est-ce qu'il y a des métriques pour évaluer la privacy? Et ça, c'est des choses qui sont assez fondamentales. Donc, il y a dans la littérature en fait plusieurs stratégies. Donc, dans la communauté sécurité, on va dire, la nécessité d'avoir des garanties formelles, c'est quelque chose qui est très très ancré dans cette communauté. Donc il y a des modèles très classiques comme K-Anonymity, Differential Privacy, je vais en parler un petit peu. Mais il y a aussi de plus en plus en particulier pour Location Privacy, de plus en plus, on va dire, un besoin d'évaluation aussi un peu empirique. Donc typiquement, ou de garantie un peu empirique.
Donc il y a eu des travaux qui essayent d'effacer par exemple les POI. Donc ce qu'on dit aux gens, c'est en fait votre trace a été publiée, mais vos points d'intérêt ont disparu de la trace. Donc ils ne sont plus là. Donc finalement on ne sait pas où vous vous êtes arrêté. Donc en termes de privacy, c'est plutôt bien. Il y a eu d'autres stratégies dont je vais parler sans doute plus tard. Et enfin, il y a des techniques qui combinent finalement des mécanismes de protection de l'état de l'art en fonction des besoins. On peut s'imaginer qu'en fait, tous les points d'intérêt ne sont pas sensibles de la même manière. Si je vais dans un centre commercial, par exemple, où il y a des milliers d'autres personnes, c'est sans doute moins sensible que si je vais, par exemple, dans un point d'intérêt qui soit sémantiquement sensible, au sens, par exemple, je vais faire une chimio dans un hôpital, ou sensible au sens, il n'y a personne qui va à cet endroit. Donc, c'est facilement discriminant. Donc, parlons un petit peu de ces mécanismes d'anonymisation, on va dire, classiques, qui offrent des garanties formelles. Bon, K-anonymity et puis ses variants, hein, il y a eu des L-diversity, des T-closeness, etc. Ce sont des mécanismes qui ont été initialement proposés par la communauté base de données et qui permettent d'éviter d'identifier uniquement un utilisateur à travers des quasi-identifiants. Et en termes de traces de mobilité, c'est assez facile, hein. En fait, par exemple, il y a eu des articles qui ont montré que la paire travail-maison était un quasi-identifiant, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui habitent exactement finalement dans le même immeuble. Ça peut arriver, hein, mais il y a quand même très peu de gens qui habitent dans le même immeuble et en même temps à la même adresse et en même temps qui travaillent au même endroit. Donc c'est considéré comme un quasi-identifiant. Appliqué aux données de mobilité, la K-anonymité, en fait, donne ça. Voilà, donc ici, par exemple, c'est un mécanisme qui s'appelle Wait for Me, où, en fait, ils ont essayé de définir une espèce de cylindre qui a une largeur et dans lequel, en fait, ils essayent de rentrer au moins K-1 utilisateurs, en plus d'utilisateurs courants, pour qu'ils soient indistinguables, on va dire, dans cette zone. Alors bien entendu, on peut voir que ça a un impact non négligeable sur la qualité des données sortantes, parce qu'on a une distorsion spatio-temporelle qui est quand même assez grande. Donc je vais vous parler par la suite de cette notion en fait, c'est la dualité. Enfin, ce qui se cache derrière la privacy, c'est bien entendu l'utilité des données. Est-ce qu'on préserve l'utilité des données ou pas ? Donc ça va être une question assez importante. Enfin, c'est une question très très importante de cette communauté. Donc là, c'est super, on est super content parce qu'il y a K utilisateurs qui sont dans le même cylindre. Mais derrière, tout dépend de ce qu'on veut faire avec ces traces. Si par exemple, comme la ville, je vous avais parlé tout à l'heure de l'exemple de la métropole de Lyon, si comme la métropole, on veut compter le nombre de personnes qui passent dans un carrefour, ben, on va avoir un peu de mal parce que finalement, là, on a complètement perdu cette information. Differential privacy est aussi un mécanisme qui a été introduit par la communauté base de données. Et donc, en fait, ce qui a été très, très attirant avec differential privacy, ce qu'il est toujours en fait aujourd'hui, c'est cette capacité à expliquer finalement quelle est la garantie de vie privée qu'on offre aux gens. Et donc ici, c'était dans la communauté base de données, il y avait une notion de données agrégées. Donc, par exemple, si on fait une requête sur une base de données, eh bien, le résultat de cette requête doit être quasiment le même qu'avec ou sans la participation d'un des utilisateurs. Donc finalement, si je dois calculer la moyenne d'âge ici dans l'amphi, finalement le résultat de cet agrégat doit être quasiment le même si je compte avec mon âge ou sans mon âge. Comme je suis très jeune, en fait, de toute façon la différence, n'est-ce pas ? Donc, comment ça marche en pratique ? Donc, concrètement, en tout cas en ce qui concerne les données de mobilité, il y avait un bruit qui est ajouté, en fait, souvent au résultat des données agrégées. En ce qui concerne les données de mobilité, le mécanisme principal, enfin en tout cas le premier qui a été proposé, s'appelle Geodistinguishability. Et concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute du bruit en fait aux données de géolocalisation des individus. Ce bruit dépend en fait d'une valeur d'un paramètre epsilon qui en fait calibre, on va dire la force du mécanisme de protection. Bon, donc on peut le voir ici également que finalement on perd, enfin visuellement ce qu'on voit ici avec une certaine valeur de epsilon.
ce qu'on voit, c'est que on peut plus difficilement inférer les endroits où s'arrête l'individu. Hein, donc il y a certains points d'intérêt qui disparaissent un peu. En revanche, bon, encore une fois, d'un point de vue, on va dire précision spatio-temporelle, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut calculer le nombre de personnes qu'il y a dans une zone, par exemple dans un centre commercial, ça va marcher parce que finalement, on ne saura pas exactement où ils sont, mais ils sont dans le centre commercial. Si on veut compter exactement le nombre de personnes qui traversent une rue ou une intersection, c'est un peu plus compliqué. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais geodistinguishability, voilà, c'est un mécanisme qui est très, très, très utilisé dans l'état de l'art. Je vais passer un petit peu à des stratégies, on va dire, empiriques. Je vais sauter en fait certaines. Enfin, j'ai déjà sauté les slides, donc vous n'allez pas le voir que je vais sauter. Mais je vais essayer de me focaliser sur des stratégies qui utilisent plusieurs mécanismes de protection. Et avant ça, je vais vous faire une petite introduction justement de cette notion de vie privée versus utilité des données. Donc bon, j'ai repris geodistinguishability. Donc ici à gauche, on a une trace brute. Et en fait, en fonction de la valeur de ce fameux epsilon, hein, qui calibre le bruit qu'on va rajouter à la trace, on peut soit obtenir une trace qui est bon, à peu près assez proche de la trace originale, soit en termes d'utilité, c'est une absolue catastrophe. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un espèce de nuage de points qui ressemble à rien. On peut inférer que la personne était dans une ville. C'est Grenoble en fait, ça doit être ma trace celle-là. J'ai peut-être rendu visite à Siheb. Donc soit on va inférer que voilà, j'étais à peu près dans ce quartier, mais en dehors de ça, pour la privacy c'est plutôt pas mal, mais pour l'utilité des données c'est une catastrophe. Donc il y a un vrai enjeu sur finalement l'équilibre entre la vie privée et l'utilité des données qu'il faut arriver à trouver, bien sûr en fonction du cas d'usage. Voilà. Donc la question qu'on se pose, bien entendu, on a vu comment quantifier la privacy. Maintenant, on va essayer de regarder comment quantifier finalement l'utilité des données. Donc il y a, on va dire, deux grandes familles de stratégies pour quantifier l'utilité des données. Donc il y a la distorsion finalement des données originales. À quel point en fait la donnée obfusquée est loin de la donnée originale. Donc il y a des exemples de métriques, je vais vous montrer un exemple juste après. Et ensuite, il y a finalement des métriques qui sont un peu plus haut niveau, qui sont plus proches finalement de l'extraction de connaissances. C'est quelle est la différence entre la connaissance extraite des données avant obfuscation et après obfuscation. Donc par exemple, c'est des métriques applicatives. Par exemple, count queries. Si je veux compter le nombre d'utilisateurs qui sont dans une zone spatiale et temporelle, quelle est en fait la distorsion entre avant et après obfuscation de cette métrique? Voilà. Ensuite, par exemple, un autre exemple, c'est la réidentification des modes de transport. Donc typiquement, si la tâche que je voulais faire sur les données, c'est réidentifier comment se déplacent les individus, par exemple 20% en tram, 40% en voiture, 20% à pied, etc., eh bien, je vais en fait calculer une distorsion de ces modes de transport avant et après obfuscation. Il y a aussi des tâches de data mining qu'on peut faire sur le dataset et encore une fois mesurer une erreur sur ces requêtes. Voilà. Donc un exemple de métrique, on va dire, orientée données, spatial distortion. Donc là, on voit en bleu la trace originale, en rouge la trace obfusquée, par exemple avec geodistinguishability. Et il s'agit de calculer la moyenne des distances entre chaque point protégé et le point original le plus proche de cette trace. Un autre exemple de métrique en fait, qui permet de calculer, on va dire, la perte de qualité des données, enfin l'utilité des données, c'est area coverage. Donc ici, on coupe la zone géographique en cases et on regarde en fait finalement quelles sont les cases dans lesquelles il y avait des points originalement, il y a des points obfusqués versus les cases dans lesquelles il y avait des points originalement et des points obfusqués ont disparu, donc il n'y a pas de points obfusqués ou l'inverse. Donc il n'y avait pas de points en fait dans cette case et on se retrouve avec des nouveaux points.
Voilà. Et donc on calcule un F-score des traces, des cases couvertes avant, couvertes au sens, il y a les deux, entre avant et après l'application du mécanisme de protection. Donc, je vais passer maintenant à une autre stratégie de protection donc j'ai sauté 2-3 stratégies là, et puis je suis passée à une approche qui en fait vise justement à trouver cet équilibre entre privacy et entre vie privée et utilité des données, en essayant de trouver finalement le mécanisme de protection, parce qu'on part de l'hypothèse qu'il n'y a pas one size fits all, donc il n'y a pas un mécanisme de protection qui fonctionne pour tous les utilisateurs d'un dataset. C'est l'erreur qui est souvent faite en fait quand on veut anonymiser un dataset, on se dit bah alors quel est le meilleur mécanisme qui marche pour tout le monde, alors c'est une erreur. Parfois il y a certains utilisateurs qui ont des traces très qu'on peut discriminer assez facilement, versus des utilisateurs qui ont des traces assez standards parce qu'ils habitent dans des quartiers, on va dire, assez où il y a plein de gens et où ils travaillent, par exemple, à Lyon, à la Part-Dieu, dans un endroit où il y a plein de gens. Donc ils ont des traces, par exemple, régulières qui sont assez communes, quoi. Donc on peut difficilement les discriminer. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut trouver finalement pour chaque trace à protéger le meilleur mécanisme de protection à un instant T. Et pour savoir quel est le meilleur, on peut confronter finalement le mécanisme de protection qu'on a pour choisir. On peut faire tourner des attaques. Donc je prends une trace, donc je la protège avec X stratégies différentes. Et je fais confronter finalement ces différentes traces protégées à un ensemble d'attaques de réidentification. Et je choisis celui qui marche le mieux. Donc c'est une approche, on va dire, très basique, hein, très expérimentale, et qui finalement donne des résultats pas... plutôt bon en fait. Donc on peut voir ici que donc ça c'est avant l'utilisation. Donc si on veut utiliser finalement des mécanismes individuels, donc ça c'est sur sur les 4 jeux de données que je vous ai présentés tout à l'heure. On a des mécanismes de protection. Donc Geodistinguishability, c'est celui qui fait de la differential privacy. Trilatération, c'est un mécanisme qui fait du cas anonymat. Bon, HMC, je ne voulais pas présenter. Et donc, en fait, on voit finalement qu'en utilisant certains mécanismes de protection, on a un grand nombre, sur tout le dataset, on a un grand nombre d'utilisateurs qui sont réidentifiés en fait, par les attaques, qui ne sont pas protégés. Donc, dans cette stratégie qu'on a juste explorée, hein, c'est un article expérimental où on a en fait pris la décision de tester finalement des mécanismes de protection contre des attaques. Il y a aussi une deuxième partie dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est le découpage de traces. Si par exemple je ne trouve aucun mécanisme de protection qui protège ma trace de 24 heures, je peux essayer de la couper en 2 traces de 12 heures et voir si j'arrive à trouver quelque chose, et ainsi de suite. On peut découper finalement les traces en plus petits et trouver des mécanismes de protection, on va dire, spécifiques à chaque sous-trace. Bon, on voit que finalement, à la fin, il n'y a que 3 utilisateurs pour lesquels on n'arrive pas finalement à trouver un mécanisme de protection adéquat. Donc voilà, donc tout ça pour dire sur cette partie-là que finalement il n'y a pas nécessairement de one size fits all mécanisme de protection. C'est une erreur de vouloir on va dire, trouver le mécanisme de protection parfait qui marche pour tout le monde, mais qu'en fin de compte, en fonction des utilisateurs et en fonction des traces individuelles, on peut éventuellement trouver des mécanismes qui sont plus appropriés. C'est un peu de la personnalisation. Hein. Voilà. Donc cette stratégie qu'on a poussée en fait dans un modèle centralisé pour anonymiser des traces des datasets, finalement, on l'a poussée plus récemment avec un algorithme d'apprentissage fédéré. Donc là, en fait, notre équipe s'est beaucoup intéressée ces dernières années à l'apprentissage fédéré parce que bon, on a une culture des systèmes distribués quand même assez forte. Et quand on a vu arriver l'apprentissage fédéré, on a dit chouette, c'est un système distribué comme un autre finalement. Donc, bien entendu, c'est important de collaborer avec des chercheurs en apprentissage pour compléter finalement nos compétences sur ces questions-là, parce que nous, on est plutôt spécialisés des aspects
des aspects distribution. Et du coup, c'est vraiment un mécanisme qui est, enfin, en tout cas, très, très attirant pour les aspects distribution, mais aussi pour les aspects vie privée. À travers lequel, en fait, finalement, les données personnelles, donc ici les traces de mobilité, restent sur le dispositif de l'utilisateur. On entraîne ce fameux classifier dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est finalement une attaque de réidentification. On l'entraîne de manière distribuée. Donc tout d'abord, on a une espèce de serveur qui va initialiser un modèle un peu de manière random, qui va partager ce modèle avec les usagers, qui vont ensuite mettre à jour le modèle avec leurs données personnelles et envoyer finalement les gradients au serveur central qui va ensuite agréger finalement les modèles updates, les mises à jour de modèles. On est dans une configuration extrêmement non-IID parce que finalement, chaque utilisateur n'a qu'une classe, n'a que les données de sa classe. Parce qu'en fait, on a une classe par utilisateur. Donc, on est dans un cas vraiment extrêmement non-IID. Et donc, on a entraîné cette fameuse attaque Furia qui utilise, le modèle utilisé, c'était, on avait repris le Extremely Randomized. Non, c'était un Logistic Regression. C'était un modèle assez basique, finalement. Et grâce à ce modèle qui a été entraîné de manière, on va dire, fédérée, on arrive localement à avoir une attaque de réidentification qui peut nous dire est-ce qu'une trace, si on l'anonymise avec un mécanisme de protection, disons, X, est-ce que cette trace-là, en fait, a une forte probabilité d'être réidentifiée ou pas? Donc on peut faire du risk assessment avec ce modèle qui a été entraîné de manière fédérée. Et donc il y a deux phases dans ce mécanisme de protection. Donc il y a la partie entraînement de l'attaque, dont je vous ai parlé là tout de suite. Et ensuite, une fois que l'attaque est entraînée, en fait, au jour le jour, on peut décider. Donc j'ai une attaque en local qui est entraînée. Ce que je fais, c'est que avant d'envoyer mes données à un serveur distant, je peux essayer de la protéger. Donc ça peut me permettre de choisir le mécanisme de protection qui est on va dire, qui va me protéger le mieux contre des adversaires potentiels, quoi. Voilà. Bon, ça dit un petit peu la même chose. La seule chose que ça dit en plus, donc la seule chose que ça dit en plus, c'est qu'on a aussi des stratégies en fait, de comparaison. Donc, si on a un niveau équivalent de protection, on va bien sûr favoriser les mécanismes qui améliorent l'utilité des données. Donc, on va utiliser Area Coverage, par exemple, comme métrique. Enfin, on peut utiliser d'autres métriques d'utilité. Donc, on va comparer à la fois les mécanismes de protection face à l'attaque pour évaluer la privacy et on va aussi comparer la qualité des données résultantes. Donc on va essayer de trouver un compromis satisfaisant en local. Bon, bien entendu, ça marche mieux que d'utiliser des mécanismes individuels. Donc on arrive à protéger finalement une plus grande proportion de données utilisateurs. Et en termes de compromis privacy utility, donc privacy, ça va être la probabilité que finalement les données sont réidentifiées par un attaquant. Et l'utilité, ici, c'était area coverage. Et on voit qu'en fait, dans la zone, on va dire grise, qui est une zone où on arrive à avoir une très forte privacy et une utilité pas trop mauvaise, eh bien, Eden se trouve là. Donc notre solution se trouve là. On a réussi à obtenir aussi des traces de collègues toulousains en fait, qui avaient collecté des données de pollution en fait, à travers des vélos. C'est des collègues du LAS. Donc, ils avaient équipé des vélos en fait, de capteurs de pollution. Donc, il y avait plusieurs particules qui étaient collectées. Et on voit qu'en fait, par rapport à des données brutes qui sont celles en haut à gauche, on va dire que notre mécanisme de protection qui est vraiment... qui protège trace par trace en utilisant différentes stratégies de protection en fonction de ces traces-là, arrive à, on va dire, distord moins que les autres les données qualitatives sur la pollution dans la ville. Voilà, j'ai fini ma présentation. Enfin non, j'ai pas encore fini, je vous rassure. J'ai encore 2-3 slides de conclusion et de perspective.
Donc voilà, ce que je voulais vous dire à travers cette présentation, c'est que les données de mobilité sont des données sensibles. Il y a beaucoup de travaux dans l'état de l'art sur ces questions-là, location privacy. Il y a des initiatives qui essaient de collecter des données. Bon, bien sûr, c'est de plus en plus difficile avec la réglementation, mais bon, il en existe quand même. Il y a beaucoup de travaux aussi pour quantifier en fait la vie privée et l'utilité. Les attaques de réidentification également, les mécanismes de protection. Donc ici, je vous ai mis quelques travaux qu'on développe dans l'équipe. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, bien entendu, il y a des travaux qui pourraient être utiles autour de l'analyse des données de mobilité pour mieux comprendre finalement le caractère discriminant des traces et qu'est-ce qui fait qu'une trace est sensible par rapport à une autre trace. Il y a la sémantique des POI pour les gens qui travaillent sur les aspects sémantiques, qui est vraiment très sous-exploitée finalement, parce que finalement la sensibilité des données est aussi liée à la sémantique qu'il y a derrière. Hein. Est-ce que c'est un hôpital? Est-ce que c'est un centre commercial? Est-ce que c'est un lieu de culte? Est-ce que c'est le QG d'un parti politique, etc. L'exploration de modèles d'apprentissage plus complexes qui peuvent peut-être nous permettre de faire des avancées importantes. En termes d'attaque de réidentification, aujourd'hui, ce qui a été utilisé beaucoup, c'est un seul type de données. Or, dans notre téléphone, en fait, il y a plein de types de données. Donc, on a par exemple travaillé dans l'équipe sur Private Web Search et Web Search. Donc, les données de recherche web sont extrêmement discriminantes également. Donc, on peut faire des attaques de réidentification à partir des données de recherche web. Et donc, si on combine, de toute façon, toutes les données sont disponibles dans notre téléphone. Donc, un attaquant, si on a une application malveillante qui tourne sur le téléphone, elle va pouvoir peut-être exploiter finalement divers types de données. Donc l'accéléromètre, bien entendu les données de géolocalisation, ce qu'on cherche sur le web, les données des systèmes de recommandation, etc. Si on combine ces données-là, on peut éventuellement, je pense, avoir des attaques de réidentification beaucoup plus puissantes. Et donc, ça nous ouvrira la porte vers aussi développer des mécanismes de protection sans doute plus efficaces, plus pertinents. Il y a dans l'état de l'art aussi pas mal de travaux sur des approches génératives. Donc, notamment, en fait, c'est des approches, bien sûr, qui exploitent les GAN, etc., donc les évolutions récentes des stratégies d'apprentissage, pour, au lieu de finalement diffuser un dataset qui a été collecté par les individus, plutôt générer finalement des traces synthétiques qui partagent des propriétés statistiques très semblables à celles des traces réelles. Donc c'est des approches qui sont très intéressantes. Pour lesquels il faut néanmoins voir quel est l'impact sur l'utilité des données. Ça ne fonctionnera pas pour tous les cas d'usage. Typiquement, si je veux compter effectivement combien de personnes passent dans un quartier, ça va être compliqué. Enfin, peut-être dans un quartier ça fonctionne, mais dans une rue, sur une durée courte, ça va être un peu plus compliqué. La résilience aux attaques aussi. Il y a eu pas mal d'approches, en fait, bien avant les GAN, en fait. Il y a eu des solutions qui essayent de générer des traces, on va dire, synthétiques, mais elles ont été confrontées au fait que c'est très difficile de mimer finalement le comportement humain. Donc c'est très difficile parce qu'il y a des lois physiques, on ne peut pas se déplacer à plus d'une certaine vitesse. Des fois, ils faisaient traverser les gens dans des endroits complètement, des trucs improbables qui faisaient que finalement les traces étaient facilement détectables comme des traces artificielles, quoi. Voilà. C'est très difficile de mimer. Typiquement, dans Private Web Search, un des exemples que j'avais vu, c'était en fait les gens, pour générer des fausses requêtes, utilisaient la co-occurrence des mots. Mais par exemple, il pouvait générer Floyd Pink en fait comme recherche web, et c'est impossible qu'un utilisateur cherche au Floyd Pink, quoi. Donc, alors que les deux mots co-occurrent très souvent. Donc l'ordre, par exemple, des mots là est très important typiquement. Donc résilience aux attaques. Il y a encore d'autres choses à faire, hein, bien entendu. Travailler avec les utilisateurs, ça c'est quelque chose de très important. Donc, ces initiatives qui essayent de
de sensibiliser les gens sur le surpartage des données en général, mais aussi le surpartage des données de mobilité en particulier, sont des initiatives très très importantes. Hein. Il y a eu beaucoup de cas, en fait, notamment d'agressions, de joggeuses, etc., qui ont été faites parce que des traces finalement étaient publiées sur Strava ou quoi, et qui montrent qu'elles courent tous les mercredis matins entre 6h et 7h du matin dans une forêt perdue au milieu de nulle part, quoi. Donc ça c'est des choses qui sont très très importantes. Bon, il y a ensuite beaucoup de problématiques sur comment est-ce qu'on arrive à configurer des mécanismes de protection, parce que les mécanismes de protection ont plein de paramètres. Bon, c'est des systèmes assez complexes. Le fameux epsilon que je vous ai montré pour differential privacy est quelque chose d'assez abstrait et qu'on n'arrive pas en fait à maîtriser, à comprendre comment est-ce qu'il faut configurer ces mécanismes. Donc il faut trouver des stratégies. Bon, je vous ai parlé du federated learning, c'est très très à la mode hein, dans beaucoup de domaines, mais aussi dans le domaine de la location privacy. Nous, on travaille là-dessus, mais il y a plein d'autres gens qui travaillent là-dessus aussi. Il y a bien entendu des risques, hein, ce n'est pas gratuit. Il y a des attaques en fait qui sont faites, des attaques d'inférence notamment sur les gradients qui sont partagés par ces stratégies distribuées. Et bien entendu, il y a encore des cas d'usage dans lesquels aujourd'hui on n'a pas de solution. On ne sait pas, par exemple, anonymiser ou protéger les données qu'on envoie à nos navigateurs, donc Waze ou Google Maps, typiquement. Voilà, parce que la donnée de géolocalisation dans un use case de navigation, c'est une donnée qui est en réel. Donc on est obligé de donner à tout instant, finalement, où est-ce qu'on se trouve à l'instant T pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Il faut trouver une nouvelle trace, une nouvelle trajectoire ou pas, etc., etc. Donc on ne peut pas se permettre de déplacer finalement. Donc il y avait des stratégies, je peux encore parler une minute. Il y avait des stratégies notamment pour la navigation. Il y a eu des travaux dans l'état de l'art qui, par exemple, envoyaient 2 ou 3 en fait, localisations différentes en temps réel au serveur, au système en ligne qui calcule la trajectoire. Donc le système en ligne, en fait, finalement, proposait 2 ou 3, en fait, pour ces 3 différentes trajectoires, proposait des itinéraires, en fait, pour aller d'un point A à un point B. Mais le problème, c'est que les traces artificielles BIS, qui étaient proposées pour finalement faire du cas anonymat avec la trace en cours, il y a eu très très rapidement un article qui a fait une attaque en montrant qu'en fait on arrive très facilement à distinguer la vraie trace des fausses traces, parce qu'encore une fois c'était irréaliste en fait les traces qui étaient générées. Encore une fois, c'est très difficile de mimer le comportement humain. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre attention, et puis voilà, on a encore 5 minutes pour les questions. Alors, d'abord pour les personnes qui sont en ligne, voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les taper et puis on regardera. Y a-t-il des questions de personnes qui sont dans la salle? Oui. Oui, merci pour la présentation. J'ai une question concernant les points d'intérêt. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi il faut les anonymiser, parce que la compréhension que j'en ai, c'est celui qui va être problématique, c'est le domicile. Du coup, pourquoi pas considérer uniquement les points d'intérêt qui sont partagés avec d'autres traces et garder que les trajets entre ces points d'intérêt communs, entre guillemets, anonymisés par la masse? Oui, là, ça va mieux? Oui. D'accord. Donc, ce que je disais, du coup, comme je m'éloigne, je peux enlever mon masque. Hein. Donc, ce que je disais, c'est qu'en effet, on peut s'imaginer que les points d'intérêt partagés par d'autres personnes ne sont pas sensibles du fait du partage, etc. Mais en fin de compte, si on regarde si on revient à la notion de sémantique des points d'intérêt, ils peuvent révéler de l'information sensible sur les individus. Encore une fois, par exemple, les lieux de culte.
Hein, si je vais à l'église ou à la mosquée, voilà, tous les vendredis ou samedis ou dimanches, ou si je vais dans le QG, par exemple, d'un parti politique, d'Éric Zemmour, par exemple, on va inférer que voilà, je suis peut-être sensible à Éric Zemmour ou pas. Si je vais, par exemple, dans un... bon, donc bien sûr, il y a les pratiques sportives, etc. Donc, typiquement, pour inférer à mon état de santé, si je vais faire une chimio toutes les 3 semaines, on va inférer que j'ai un cancer, etc., etc. Donc, la sémantique des points d'intérêt, malgré le fait qu'il soit partagé avec les individus, finalement, peut révéler des informations sensibles sur les gens. La corrélation entre le lieu de culte, un lieu de soins ou un parti, certes, c'est des informations sensibles, mais à partir du moment où on ne peut pas tracer le domicile, est-ce que le fait de savoir qu'une personne qui fréquente oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est la notion de déanonymisation. C'est-à-dire que si on cache le domicile, on ne peut pas remonter à l'identité de la personne. C'est ce que tu veux dire. C'est pour ça. Ma question, c'était est-ce qu'en utilisant par exemple que les points d'intérêt qui sont partagés, donc a priori pas le domicile, on ne pourrait pas avoir des traces qui sont déjà anonymisées Le problème, c'est que donc la question de la déanonymisation, c'est une question complémentaire. Là, j'en ai pas parlé. J'ai parlé de réidentification au sens réassocier une trace anonyme à un profil pour lequel on avait des connaissances préalables. Mais la question de la déanonymisation, en effet, c'est une autre question, mais pour laquelle il faut faire attention parce qu'il y a quand même cette notion de quasi-identifiant, c'est-à-dire que l'ensemble des POI que tu vas traverser, finalement, même si tu enlèves homework, finalement maison et travail, qui sont les plus discriminants, il peut y avoir quand même, parce que on va quand même, par exemple, le week-end, tu vas peut-être aller rendre visite à ta grand-mère. Donc, en fait, il y a quand même des informations complémentaires dans les POI qui, finalement, l'union des POI, si on enlève homework, peuvent permettre de remonter à ton identité parce que ça peut être quasiment unique. Il y a eu, juste je complète avec une petite information à ce sujet-là. Donc il y a eu un article qui a fait beaucoup de bruit. En fait, c'est un article publié à Nature et qui a montré qu'en fait, avec des traces, c'était des traces du réseau cellulaire. Donc c'est quand même déjà en fait lissé parce que finalement, le réseau cellulaire, c'est pas de la géolocalisation précise. On est dans une zone qui est couverte par une antenne. Eh bien, malgré ça, il y avait, en fait, si tu choisissais randomly 4 ou 5 points, donc finalement qui correspondent à des points d'intérêt, parce que c'est des endroits où il y a une grande probabilité que tu y sois, et bien finalement, ces points d'intérêt, finalement, arrivent on arrive à réidentifier les individus. Enfin, c'est unique, cette combinaison de random de 4 ou 5 points est unique à une probabilité extrêmement élevée, plus de 90%, quoi. Donc, en fait, il y a quand même cette problématique de uniqueness, et je pense même quand on enlève homework, on peut avoir une uniqueness d'une succession de points d'intérêt, en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est de savoir, au niveau de la quantification du respect de la vie privée, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il y a des travaux qui prennent en compte, en fait, les préférences de l'utilisateur? Déjà, il peut faire lui-même un compromis entre ce qu'il veut qu'on respecte comme privé et ce qu'il veut comme service en fait de géolocalisation. Oui, c'est une très très bonne question. Hein. Donc ça rejoint la problématique du compromis. Donc vie privée versus utilité des données. Donc ça c'est quelque chose, c'est un compromis pour lequel, il y a beaucoup de travaux qui se font et il n'y a pas aujourd'hui de réponse unique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si on pose la question le problème qu'on a, c'est que si on pose la question à des utilisateurs, finalement l'utilisateur va vouloir la meilleure vie privée possible et le meilleur service, en retour, enfin je veux dire la meilleure qualité de service possible. Et donc finalement, je trouve néanmoins que les utilisateurs ne sont pas assez mis dans la boucle. Mais une des difficultés en fait qu'on a dans ce type de système, en sécurité en général, c'est que c'est difficile finalement d'impliquer l'utilisateur. C'est des questions qui sont des fois un petit peu techniques. Par exemple, comment est-ce qu'on peut lui demander finalement des retours sur la qualité,
sur la qualité du service, sur la vie privée qu'il souhaite avoir, sachant que les mécanismes de protection eux-mêmes sont des outils très techniques. Il y a des paramètres en fait à fournir. Donc par exemple sur un mécanisme qui fait du cas anonymat, bon, comment choisir la valeur de cas, alors je ne parle même pas des mécanismes, encore là c'est compréhensible, les mécanismes qui font de la differential privacy, comment choisir la valeur de epsilon, il ne peut pas mettre une valeur de epsilon arbitraire. Donc c'est très difficile, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est important de mettre humans in the loop. Enfin, l'utilisateur doit être mis dans la boucle plus, quoi. On doit trouver des mécanismes faciles qui permettent aux utilisateurs d'être plus impliqués. Merci. En fait. Une toute dernière question très courte, avec une réponse très courte. Voilà. Merci beaucoup. Et je me demandais finalement, parce que tous ces mécanismes de protection sont assez statistiques et assez globaux, mais il peut y avoir des attaques qui sont très très pointues. Par exemple, je pensais à une attaque sur les données des taxis, dans lesquelles ils ont utilisé les temps d'arrêt pour croiser avec les horaires de prière, pour inférer la religion des conducteurs. Oui. Comment on peut introduire des mécanismes pour protéger de ces cas très très pointus? Oui, tout à fait. Donc cette attaque-là dont tu parles existe. Hein. Donc il y a eu une attaque en fait qui a inféré en effet la religion des taxi drivers justement dans ce dataset de San Francisco. C'est très difficile en fait parce que la seule réponse que je puisse te donner, c'est que je pense qu'il n'y a pas, un mécanisme de protection qui marche pour tout le monde. Donc en effet, en fonction de ce qu'on veut protéger aussi, hein, est-ce qu'on veut protéger finalement ses points d'intérêt, son identité, est-ce qu'on veut protéger ses préférences sexuelles, ses préférences religieuses, ses préférences politiques, est-ce qu'on veut protéger exactement, quelle est la qualité du service qu'on veut obtenir, hein, en fait, en retour, malgré l'utilisation de mécanismes de protection. Tout ça, tous ces paramètres-là nécessitent finalement du fine-tuning finalement des mécanismes de protection existants, peut-être la définition de nouveaux mécanismes de protection aussi qui puissent résister à ces attaques très pointues. Donc, la seule chose que je puisse dire, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Merci beaucoup, Sonia. On peut te remercier encore une fois.